to stand up. Get better warning, which makes me know where we the line was left to. Il est 6h30. Bonjour à tous, bon réveil et bon début de journée. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mercredi dans votre matinale Kenkeliba. Et merci beaucoup d'être fidèles à ce rendez-vous du matin sur la RTS. Les mercredis culture dans Kenkeliba, vous savez, c'est avec Laura ce soir dans quelques instants sur le plateau. Sans oublier Sarah Louia Senghor qui va m'accompagner aussi sur le plateau et deux invités qui seront avec nous jusqu'à 8h. Je rappelle que nous sommes en direct sur la RTS mais aussi sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et vous pouvez particulièrement réagir sur les différents sujets qui seront développés dans quelques instants sur le plateau, notamment sur la page Facebook de Kenkeliba, mais aussi sur la page Facebook de la RTS. Dans quelques instants, l'équipe va me rejoindre sur le plateau. Mais en attendant, je vous propose sur la météo du jour, le temps qu'il fera à Dakar et à l'intérieur du pays. Nous allons tout de suite le découvrir. On se retrouve juste après pour la suite. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la Nassim. La poussière récemment notée va légèrement persister dans les localités nord, mais aussi à Dakar et ses alentours au courant de cette journée, avec certes une légère diminution, mais également une fraîcheur matinale qui va toujours être de mise sur le pays. Avec l'animation satellite, nous verrons qu'un ciel plutôt voilé nous attend, des éclaircies par moments notées sur le pays, avec des vents qui vont souffler essentiellement d'est pour la plupart sur le territoire national. Les prévisions de cette journée mettent en exergue des températures plutôt diminuées, on peut dire, vers les localités nord-est, à Podor, à Matam, mais aussi à Bakel, dans l'est. Des températures qui vont être à hauteur de 35 degrés dans ces localités. 37 degrés enregistrés pour la plupart dans les localités centres comme Thiès, Mbour ou encore Diourbel. 34 degrés les températures les plus basses attendues à Dakar, mais aussi à Saint-Louis, malgré toujours une persistance de la chaleur sur cette partie du territoire. À Kaffrine, nous aurons le maxi des maxi qui sera à hauteur de 40 degrés toujours. Et vers les localités sud, c'est des températures qui vont voisiner 35, 36, voire 37 degrés au courant de ce mercredi. Chers téléspectateurs, il fera toujours frais le matin. Cependant, il fera chaud dans les localités centres au courant de la journée, avec des températures assez élevées attendues à Dakar, mais aussi vers le nord et le centre du territoire. Et c'est également une sensation de poussière qui va être notée toujours dans la capitale sénégalaise, mais aussi sur les localités nord au courant de ce mercredi. Voilà ce qui met fin à votre bulletin météo, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la Nassim à travers les réseaux que voici. Et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là... Merci beaucoup à nos partenaires de la Nassim pour la météo du jour. Et justement, nous allons parler dans quelques instants de climat, de météo, mais aussi et surtout de changement climatique avec la COP26 qui se tenait à Dubaï. Il sera beaucoup question tout à l'heure dans nos discussions du dernier texte qui sera, on l'espère, adopté ce matin. Alors l'équipe est déjà dans ce studio. Je l'invite justement à me rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Sarah, de Laura, Madame Culture et de nos deux invités qui seront avec nous jusqu'à 8h. Je leur laisse justement le temps de s'installer et on va retrouver le coach Tanda Khania en salle de gym pour les exercices de ce mercredi. On se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à votre émission Kenkeliba. Alors, la capsule gym, toujours du côté de Saint-Louis, avec Atlantic Fitness. Aujourd'hui, mercredi, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer le circuit training. Alors, le circuit training, vous connaissez bien certainement pour ceux-là qui ont l'habitude de suivre Kenkeliba. Alors, aujourd'hui, qui c'est qui va diriger cette séance? Alors, un ancien footballeur international et donc qui a évolué à la Linguère de Saint-Louis, mais aussi en équipe nationale. Alors, Ahmed Diallo, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur.
Voilà, justement, le circuit que vous allez nous présenter aujourd'hui. Mais d'abord, justement, dites-nous-en quelque chose, puisque le circuit training est important pour les footballeurs. Ouais. Le circuit training est important pour les footballeurs parce que tout d'abord, ça travaille le cardio, travaille aussi tout le haut du corps et même aussi le bas du corps. Qui c'est qui va nous accompagner? Vous serez en compagnie de? Ouais, de Moustapha Mara aussi, ancien international, hein, ancien attaquant de la Linguère. Alors, Moustapha Mara, alors un petit mot, ancien joueur de la Linguère de Saint-Louis. Alors la Linguère que nous aimons bien, Alioune Badara. Voilà, les anciens de la Linguère de Saint-Louis, hein, vous aimez bien ce club-là. Alors tout de suite, un petit mot. Oui, mais c'est très important de partager cette salle avec ces genres de personnes comme Ahmed et Mara, qui sont des anciens joueurs internationaux, qui ont joué pour l'équipe nationale et la Linguère de Saint-Louis. L'espoir s'est réuni. C'est ça l'espoir. Eux, ils ont travaillé professionnellement. Donc actuellement, ils sont en train de nous apporter tout ce qu'ils avaient acquis dans leur milieu pour nous aider à évoluer. Parce que l'espoir, c'est la santé. Tout le mérite revient à Ahmed. Parce que moi, j'ai arrêté depuis 2012. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai commencé à prendre du poids. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir à la salle. Mais vraiment, je ne le regrette pas. Parce que maintenant, j'ai retrouvé mon poids de forme. Ouais. Tout à fait. Alors, le médicament, mesdames et messieurs, c'est ici. Alors, c'est ici, c'est le corps. Alors, Ahmed, on va démarrer? Ouais, on va démarrer. Allez, le circuit training. Allez, on y va. Allez, mesdames et messieurs, nous allons démarrer ce circuit training. Alors, comme vous le savez, c'est vrai que, évidemment, le footballeur, c'est donc quelqu'un qui aime bien cet exercice-là. Alors, regardez ici, avec les ateliers, et donc, qui c'est qui donne le ton, évidemment, avec l'ancien footballeur international, mais aussi de la Linguère de Saint-Louis. Ah, c'est vrai qu'on peut dire que, véritablement, eh bien, c'est une excellente chose pour le footballeur. Alors, quotidien. Ce que nous sommes en train de voir est intéressant. Hein? C'est pas du tout facile. Oui, il est bien préparé physiquement, vraiment. Ahmed, c'est un athlète, vraiment. Moi, je le considère comme un athlète. Oui, athlète parfait, hein, Ahmed. Hein, et c'est vrai qu'il a laissé le football professionnel, mais tout de même, on ne le sent pas, hein, de par les pectoraux, de par les biceps, mais aussi les membres inférieurs. Hein. Alors, ce circuit d'entraînement, vous aimez? Non, j'aime beaucoup. Parce que moi, je le fais en circuit Tabata, là-haut, dans la salle de Terry. Je le fais très souvent. Parole de coach Gagne, évidemment. Tout de suite, nous allons passer à un autre atelier. Alors, qui c'est qui est en piste en ce moment? Voilà, c'est un autre footballeur. Hein? C'est Moustapha. Moustapha. Footballeur. Bon, il pratique le football amateur, mais quand même, c'est un compétiteur, quoi. C'est un compétiteur. Et Moustapha, on va suivre Mohamed Moustapha avec ce circuit training. Alors, un circuit training véritablement, en tout cas, ça va faire du bien. Alors, regardez cette sorte de mountain climber. Alors, ceci va faire bouger, en tout cas, eh bien, au niveau de l'articulation des genoux. Alors, ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui, ça fait du bien. Et ça régénère les cartilages du genou. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, quoi, dans le jargon sportif. Ça régénère les cartilages du genou. Ça fait bien sur les genoux. Voilà. Ça, il travaille carrément les adducteurs. Il fait les travaux d'abduction. Il fait des séries d'abduction pour solliciter carrément l'intérieur des cuisses. Solliciter les adducteurs. Voilà, les abductions, mesdames et messieurs, c'est important. Lui aussi, c'est un ancien footballeur. La Linguère de Saint-Louis. Alors, on pense à Alioune Badara Khan, notre rédacteur Alioune Badara, évidemment. Quand on parle de la Linguère, eh bien, c'est l'homme le plus heureux du monde, Alioune Badara Khan. Bonjour à lui. Ahmed Diallo, plus exactement. Alors, voyez, mesdames et messieurs, alors regardez évidemment ses avant-bras, et les pectoraux surtout, hein, puisque lui, évidemment, c'est vrai qu'il a laissé le football professionnel, mais il est là. Merci beaucoup. Alors, on va voir les derniers ateliers de cet exercice avec ce circuit training. Évidemment, on le disait tout à l'heure, important.
mesdames et messieurs, merci à la RTS d'abord de nous avoir permis de montrer tout ce qu'on peut faire à la salle de sport, qui est le médicament de tout un chacun. Donc nous invitons tous les habitants de Saint-Louis à venir faire du sport parce que c'est un médicament, c'est un bon remède pour toute personne. Et merci à tout le monde aussi. Merci encore une fois à vous tous, encore une fois. Alors on va tout de même dire une excellente journée à Sidi Dieye, évidemment, celui-là qui nous a permis d'avoir toutes ces images et donc avec cette salle, évidemment. Alors Guet-Large, c'est vrai, quand on dit un Guet-Larien, évidemment, ce sont des éléments qui réfléchissent beaucoup et donc Guet-Large, c'est le sensationnel. Alors Sidi Dieye, bonne journée à vous, bonne journée à ta famille. Mesdames et messieurs, le rendez-vous demain. Merci beaucoup, coach Tandara, pour cette capsule gymnastique depuis Saint-Louis, les Saint-Louisiennes. Bon, à témoigner. Saint-Louis, une très belle ville qui, on le rappelle, a accueilli l'équipe de Kenkeliba en fin de semaine dernière. Vous l'avez sans doute suivi, j'en suis sûre, n'est-ce pas, Sarah? Oui, absolument. Et on a passé un agréable moment, ou d'agréables moments au pluriel, à Saint-Louis, tout simplement. Oui. Je pense que Laura peut confirmer, n'est-ce pas? Ça s'est très bien passé. C'était une excellente idée de pouvoir faire des éditions comme ça, détachées en direct de Saint-Louis. Oui. Très enrichissant. On a pensé à toi, t'inquiète. La prochaine fois, on t'embarque avec nous. Je dirais rien. C'était magnifique. Exactement, j'imagine. Alors, Laura, on va parler de quoi tout à l'heure dans ta chronique culture? Alors aujourd'hui, on va parler de court-métrage et du retour du festival Dakar Court qui se tient toute cette semaine au niveau de l'Institut français. Exactement, ce sera dans quelques instants. Bonjour également à nos deux invités. L'un est un habitué des écrans. Vous l'avez sans doute reconnu, de tête que vous avez l'habitude de voir dans l'émission le dimanche soir. Mais je précise qu'on est dans Kenkeliba aujourd'hui. C'est n'est-ce ça, pas, tout à Sarah? fait. Et tu nous les présentes. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que Tierno a fait Kenkeliba avec la chronique géopolitique pendant un moment. Bon, on attend le retour de cette chronique sur la matinale d'ailleurs. C'est très intéressant quand même. Surtout dans ce contexte assez particulier. Tierno Souleymane Diopnian, qui est notre invité de ce matin. Il aurait pu être à la place de Laura. Je crois que c'est la place qu'il occupait quand il était chroniqueur ici. Tierno, merci d'être sur le plateau avec nous ce matin. Entre-temps, quand il nous a quittés, il s'est marié aussi. Donc, félicitations, mon cher Tierno. Wow. On n'a pas eu l'occasion de te féliciter sur la matinale. Exactement. Et donc, comment on dit? On dit heureux ménage, c'est ça? Monsieur et Madame Nian. Tierno, qui est donc chercheur auditeur au CET, spécialisé des relations internationales, spécialiste autant pour moi des relations internationales et de la géopolitique au Sahel. Il vient ce matin nous présenter cet ouvrage. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Le Sahel, épicentre géopolitique des solutions endogènes face à l'enjeu sécuritaire. On s'intéresse à ce sujet particulièrement ce matin. C'est un peu son dada finalement. Et puis à ses côtés, eh bien, on vous emmène à Thiès, chez Alioune Badara Kane ce matin. Idrissa Dia, président de l'association Thiès en marche, est avec nous. C'est notre deuxième invité. Retenez que cette association organise la 4e édition des journées de consultation gratuite et de dons de médicaments. C'est prévu pour ce dimanche 17 autant pour moi décembre à l'espace Jeunes à Thiès. On revient sur cette belle initiative et puis on en profitera également pour faire connaissance avec cette association qui regroupe pas mal de ressortissants de la région de Thiès. Voilà donc pour nos deux invités de ce 3e numéro de la semaine. Adama. Exactement. C'est vrai que Thiès aussi est une belle région. Si Alioune était là, il l'aurait confirmé avec beaucoup d'énergie. Il aurait dit que c'est la plus belle région. Thiès, l'incontournable, comme il dit. Mais est-ce que c'est vraiment la plus belle des régions? Je le pense bien. Tu ne peux pas dire le contraire. Moi, je le pense bien. Mais ça va, vous allez bien. Oui, bien. Bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Bonjour également à Tierno Souleymane Diopnian. Ravi de vous avoir sur le plateau de Kenkeliba. Alors, petite question, Adama. Laura l'a posée également tout à l'heure. Est-ce qu'on doit dire vous quand on parle à Tierno ou tu finalement? Qu'est-ce que j'ai dit moi? Vous. Est-ce qu'on doit dire vous ou tu, Tierno? Bon, je peux comprendre Adama, mais vous deux, si on dit vous, on abuse. On va tous se tutoyer. Comme ça ne fera pas bizarre. Comme il est invité, je ne sais pas ce que dit la réalisation. Qu'est-ce qu'on doit faire, vous, finalement? Bon, elle va nous dire sans doute. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, direction Dubaï pour parler justement de la COP 28 qui devait normalement s'achever hier, mais à cause de quelques tractations,
Les discussions se sont poursuivies jusque tard cette nuit et le nouveau texte devrait être adopté ce matin. Je rappelle que jusqu'à cette nuit, il n'y a pas eu de compromis sur les énergies fossiles. Les consultations se sont donc poursuivies pour arriver à produire un texte qui fasse consensus, un texte qui aura le soutien de toutes les parties prenantes de cette COP 28 et finalement la dernière version propose donc une transition des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, c'est ce qu'on attendait, organisée et équitable, tout en accélérant l'action climatique dans cette décennie critique de manière à atteindre la neutralité d'ici 2050. À noter aussi que ce texte devrait être adopté ce matin. Alors, d'abord, Thierno Souleymane Diop-Niang, qu'est-ce que cela implique pour vous? Bon, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on aille vers des décisions qui peuvent vraiment changer la donne parce que le dérèglement climatique est devenu très effectif. On le vit tous, on le subit. Oui. C'est vrai que le continent africain subit plus parce que nous ne sommes pas ceux qui polluons. Ce sont les grandes puissances qui sont les grands pollueurs. Oui. Donc je pense qu'il faut des décisions définitives qui vont aller dans le sens de mettre en place déjà ce financement vert. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui de plus en plus quand je m'intéresse au climat, c'est le rôle des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait accompagner les femmes qui sont des piliers, surtout dans les zones rurales où ce sont les femmes qui vont chercher le charbon, ce sont les femmes qui sont dans la cuisine et en tout cas qui font des tâches assez colossales. Je pense qu'il faut leur apporter des moyens pour un peu qu'elles soient déchargées de tout ce poids-là. Voilà moi ce que je pense. Oui, Sarah? Et ce qui est intéressant, c'est que justement à cette COP, maintenant, en tout cas la dernière version de l'accord qui est proposé, il y a des montants qui sont fixés et exigés justement à ces grands pollueurs-là. Et ces montants, on le sait, ça va aller au financement justement de tout ce qui est plan ou en tout cas action pour lutter contre le réchauffement et en tout cas essayer d'atténuer un tout petit peu les actions et les conséquences de ce réchauffement climatique et aller également vers la transition énergétique. Ce qui est intéressant aussi dans cet accord, c'est que pour les pays africains, enfin, on reconnaît que nous avons le droit d'utiliser nos énergies. On ne peut pas. C'était un non-sens et une injustice. On nous demande, nous, de nous tourner carrément vers les énergies renouvelables, vers des énergies vertes pour développer nos industries, alors que de l'autre côté, les grands pollueurs continuent à utiliser les énergies fossiles. Ils les ont utilisées pour se développer. Et aujourd'hui, que nous, quand on prend l'exemple du Sénégal où on a le pétrole aujourd'hui et le gaz, qu'on nous demande de renoncer à tout ça, c'est pas possible, c'est un non-sens. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau texte, ou en tout cas dans ce nouvel accord, on reconnaît que, eh bien, il faut absolument permettre à chaque pays d'y arriver petit à petit, de s'adapter à son rythme et d'utiliser justement ces énergies fossiles-là pour contribuer à l'industrialisation et au développement. On ne peut pas y arriver sans. Ça, c'est une évidence également. Donc, on peut considérer ça quelque part comme une victoire pour les pays africains. Mais je pense que cette COP aussi, c'est quelque part une COP assez honnête. On est à Dubaï en réalité. Et donc, les lobbies pétroliers sont très forts. J'aurais été très surprise si les discussions s'étaient terminées très vite, si on avait réussi à trouver un accord très vite et qu'on aurait dit oui, on sort tous tout de suite des énergies fossiles. Le premier accord a été rejeté à l'unanimité parce que ça n'arrangeait. Moi, je n'ai pas été surprise. Les parties prenantes. Je n'ai pas été surprise parce qu'on est dans le pétrole en réalité. Absolument. Dubaï, les Émirats, l'Arabie Saoudite à côté, on est dans le pétrole. Donc, les lobbies sont très forts, ils vont forcément défendre cela. Et puis, ceux-là qui ont rejeté ces accords-là, je veux dire les grands pollueurs, les États-Unis, la Chine, la France, tous ces pays-là, aujourd'hui, continuent à utiliser ces énergies fossiles-là. Dans un contexte, peut-être Thierno va y revenir, de crise ou de guerre, où chacun veut la paix en préparant la guerre, mais on continue justement à utiliser davantage cela. Et même le charbon auquel les gens ont renoncé, ils l'utilisent. Donc, ils avaient pris des engagements sans véritablement les respecter. Certains sont même sortis de l'accord de Paris, on pense aux États-Unis, avant d'y revenir. Donc, au moins cette fois-ci, je crois qu'on a un accord assez honnête. Maintenant, on espère qu'aujourd'hui, ils vont signer cette dernière mouture et que chacun va véritablement s'y mettre parce que la question du changement climatique nous impacte tous. Et si on ne fait rien, pour les générations futures, ça va être encore plus compliqué. On y est déjà. Je voulais juste ajouter sur ce que tu as dit, souligner le rôle du chef de l'État. Le président Macky Sall, depuis quelque temps, parle de ça parce que c'est plus sur ce que tu es en train de dire. Il ne faut pas qu'on mette de côté nos ressources.
pour aller vers des accords qui peut-être au départ ne nous arrangent pas. Il faut y aller de manière assez lucide. Nous avons des ressources naturelles qui peuvent profiter au peuple sénégalais et aux citoyens. Je pense qu'il faut les exploiter et peut-être après avoir un certain équilibre dans cette transition énergétique. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut absolument une transition juste et équitable. Exactement. Et quand on parle de ce nouveau projet, justement, il faut noter aussi que ça va prendre en compte toutes les lignes rouges des pays concernés, parce que chaque pays a ses spécificités, ses réalités, mais aussi ses besoins. Un petit commentaire, Laura. Oui, mais je pense que c'est très important, effectivement, de pouvoir prendre en compte la spécificité de l'Afrique dans ce cas-là, de la transition, dans l'environnement de manière générale. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est qu'en Afrique, il y a 40% des réserves mondiales de cobalt, de manganèse, de platine, mais l'Afrique n'a attiré au cours de la dernière année que 2%, je crois, des investissements étrangers dans le domaine de la transition énergétique. Et ce qui est dommage, c'est de savoir qu'à chaque fois, il faut aller chercher, il faut aller trouver justement... Il faut convaincre que voilà, l'Afrique finalement représente en fait une ressource inestimable, et c'est heureusement que, comme Sarah l'a dit, que cette fois-ci on va pouvoir un petit peu essayer d'avancer. On espère que les engagements aussi vont être tenus, parce que sur les pertes et dommages, il y avait eu des promesses déjà depuis un certain temps. On attend toujours, donc l'idée aussi c'est de voir comment ça va suivre, parce que c'est bien beau de faire des COP à chaque fois, mais il faut qu'on puisse effectivement avoir les résultats, parce que la situation est plus que critique. Absolument. Voilà. On se retrouve, on discute, on signe des accords après dans le respect. Exactement. C'est une autre paire de manches, et on espère que cette fois-ci ce sera le cas. Chaque année, c'est comme si c'est une continuité des discussions, des désaccords, et après on part de solutions, mais sur le terrain, en réalité, ça tarde à être concrétisé. Idriss Adia, vous avez suivi un petit peu cette COP? Oui, un peu, même si que j'étais un peu occupé par nos activités. Mais on parle de manière général des changements climatiques, et surtout des impacts sur nos pays. Effectivement, déjà nous avons un pôle environnement, donc nous savons ce que cela représente, et je pense que ceci vient en son heure, parce que toutes les études ont montré que si on continue sur cette lancée, le monde va droit au mur. Maintenant, je pense que les dirigeants du monde doivent s'asseoir, prendre des décisions durables et efficaces pour sauver l'humanité. Passer à l'action et moins de discussion. Merci beaucoup pour ce chapitre intéressant sur le climat. À 6 heures passées de 54 minutes, nous allons tout de suite passer à la chronique culture avec Laura. Laura qui nous parle d'abord du festival Dakarcourt qui revient pour la valorisation du court-métrage. Tout à fait. Alors le festival Dakarcourt, donc c'est sa 6e édition cette année. Ça se tient actuellement toute cette semaine, donc du 11 au 16 décembre, entre l'Institut français, le Musée des civilisations et d'autres endroits où on peut voir des films pendant toute la semaine, mais pas que voir des films. C'est beaucoup axé en fait sur la formation aussi, la formation des talents, la formation aussi des journalistes à la critique cinématographique. Et avant peut-être d'en parler un peu plus, on va regarder cette petite vidéo de présentation du festival et on y revient juste après. Non. Merci beaucoup. Mam, lan mooy seen film préféré? Suñu film préféré Alaaji. Suñu film préféré mooy Moussane. Moussafi Faye xam naa ne sax yow xamuloo ko waaye gis nga sa maam ji ci salle cinéma la ñu xamante ba ma ko takkee ba léegi tekkale ko woon. On ne s'est jamais quitté. Absolument buuru ngelaw. waaye nag boo bëggee xam cinéma da ngay seetaan festival Dakarcourt. Dakarcourt. waaw Dakarcourt. bari na. Dakar, capitale du court-métrage. Le Festival international du court-métrage de Dakar, c'est du 11 au 16 décembre 2023 dans les salles de l'Institut français de Dakar, du Canal Olympia, du Cinéma Pathé et au Musée des civilisations noires. 16 films en compétition, des rencontres professionnelles, des masterclass, des projections de films, des formations au métier du cinéma gratuites et des concerts. Cette année, Dakarcourt rend hommage aux pionnières du cinéma. Plus d'informations, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram du Festival Dakarcourt. Dakarcourt, c'est pour toujours. À samedi.
Et voilà, rendez-vous donc pris à partir de lundi, c'est ça? À partir de lundi, c'est ça. Et ça dure donc jusqu'à samedi. Donc il y a une riche programmation. Il y a des films qui sont en compétition. Il y a aussi des films d'école qu'on peut voir. Il y a des projections scolaires au niveau du canal Olympia. Ça, c'est tous les jours de 10h à 13h. Donc pour un grand nombre d'enfants qui peuvent voir un certain nombre de films aussi. Et en fait, cette année, effectivement, le thème, c'est rendre hommage aux pionnières. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce teaser, on parle de Safi Faye. Ils ont en fait, dans le film d'ouverture, décidé de projeter l'un des courts-métrages de Safi Faye, d'ailleurs, Selbe et tant d'autres. Ils ont aussi voulu rendre hommage à Issegnan avec un extrait du mandat, mais aussi avec l'ami fondamental d'Elzane Palsy. Ils ont montré aussi l'un des courts-métrages qui racontait un peu l'histoire d'amitié entre Aimé Césaire et Senghor. Et ce sont des films qui ont été projetés en ouverture pour pouvoir rendre hommage aux pionnières. L'autre aussi aspect de cet hommage-là, c'est vraiment de mettre en avant toutes les femmes de l'organisation de l'association Cinémarec qui porte ce projet-là depuis donc 6 éditions déjà. Et la programmation, en fait, qui est vraiment assez variée, qui fait un peu le tour d'Afrique. En fait, c'est-à-dire que chaque année, il y a des nouveautés, mais ce qui reste toujours, c'est vraiment de pouvoir voir des films qui sont faits un petit peu partout en Afrique. Rien que pour les projections qui ont commencé hier, on est allé en fait du Sénégal à la Réunion en passant par le Maroc. Et en fait, cette année, la nouveauté, c'est qu'il y a 3 soirs de projection, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai avec le mot programmation ce matin. Donc c'était hier soir, ce soir et demain soir. 11 films au total qui ont été divisés en ces 3 soirées pour pouvoir en fait permettre à la fois de visionner 3 ou 4 films par soir et puis ensuite de rencontrer les réalisateurs parce qu'ils sont tous présents cette année. Donc ils sont sur place et parmi les nouveautés d'ailleurs on a le palabre sous le fromager qui se tient les matins avec justement les réalisateurs qui sont présents. Et je voulais d'ailleurs pour vous donner un peu un avant-goût de ce qu'on peut voir pendant ce festival, vous lire peut-être les synopsis d'un ou deux de ces films-là. Par exemple, hier soir, il y a le film Dans le noir qui a été projeté. Donc c'est le rescapé d'une traversée de la Méditerranée, un jeune migrant guinéen qui a trouvé refuge à Paris chez un dandy sénégalais qui vit de la location de ses papiers d'identité. Donc le court-métrage aussi, c'est de pouvoir parler de thématiques telles que justement l'immigration clandestine, telles que justement les liens familiaux, les traditions. Et en fait, on voit que dans cette programmation-là, qui est vraiment riche, on fait un peu le tour d'Afrique aussi de toutes ces thématiques-là. On a aussi d'ailleurs demain soir Ici s'achève le monde connu qui va être diffusé. Donc celui-ci vient de Guadeloupe. Alors c'est 1645, Guadeloupe, Ibatali, indigène Kalinago, épouse d'un colon français, entraîne Oloda, captif africain en fuite, dans un périple où il peut perdre la liberté et la vie. Elle est prête à le sacrifier pour sauver sa peau, mais leurs blessures les rapprochent. En fait, l'idée c'est vraiment, avec le court-métrage, donc qui évidemment est un format qui est très différent du film qu'on va pouvoir aller voir au cinéma, c'est de pouvoir en fait passer des messages de façon assez impactante. Et c'est pour cela que Dakarco revient chaque année pour mettre en avant ces différents courts-métrages. Exactement. Et que sont les autres panels organisés en marge justement de ce festival? Alors justement, on parlait évidemment de programmation qui est tournée vers la formation, mais aussi vers la discussion. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de panels qui sont organisés donc les matins cette fois-ci. Alors on a par exemple l'edutainment qui s'est tenu hier, auquel j'ai pu assister, ou l'audiovisuel au service du changement social. L'idée c'était de discuter un peu de comment on va éduquer par le divertissement. Il y a eu aussi d'autres panels qui vont être organisés au cours des prochains jours, notamment sur l'impact économique de ce type de festival et l'impact social aussi que les festivals de cinéma peuvent avoir, donc de courts-métrages ou d'autres de manière générale, toujours avec évidemment des spécialistes qui vont être invités pour discuter en fait de comment on peut avoir un impact social à travers un festival et pas seulement diffuser des films tout bonnement. Il y a aussi, donc, pour coller un petit peu au thème de cette année, un panel qui sera organisé sur le rôle des femmes dans l'industrie du cinéma, mais aussi sur les statuts, les droits des intermittents au Sénégal. Et évidemment, ce sont des rencontres entre professionnels, entre apprentis. Donc il y a des jeunes qui sont formés, comme je le disais, à la réalisation, à la scénarisation, etc., les journalistes. Et en fait, toutes ces personnes-là qui sont soit en train d'apprendre ou soit qui ont déjà une carrière dans le milieu, peuvent en fait se rencontrer dans ce type d'événement. Et c'est ce qui est assez intéressant, je pense. Exactement. Sarah, comme tu le dis toujours, éduquer, éveiller à travers l'image, ça revient aussi à travers ces festivals qui ne consistent pas seulement à projeter des films, comme tu le dis, mais aussi à initier des discussions sur différentes problématiques. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que le court-métrage, à travers ce festival-là, retrouve ses lettres de noblesse. On permet justement aux réalisateurs de rencontrer le public et de pouvoir échanger. Et on permet au public également de regarder ces films. Parce qu'en réalité, bon, non seulement on n'a plus vraiment le temps, mais en plus, quand on regarde, généralement, c'est des séries ou des longs métrages.
Or, le court-métrage a toute sa place également dans le cinéma et a permis de révéler de nombreux noms du cinéma aujourd'hui, et de grands noms, j'ai envie de dire. Donc, ce festival, c'est une belle initiative. Il faut que ça continue. Moi, je suis contente de voir que ça revienne. Il faut maintenant que les gens s'approprient également cela, que ça ne reste pas, et ça, c'est toujours mon plaidoyer, entre un club de connaisseurs, parce que sinon, on est entre cinéphiles, on est entre réalisateurs, ça ne va pas plus loin que ça. Il faut que ça puisse aller beaucoup plus loin, qu'on invite les jeunes élèves à venir dans ces salles de cinéma, à se déplacer pour assister, ou regarder en tout cas quelques films, à échanger avec les réalisateurs. Ça peut créer des vocations. Et c'est sur cet aspect-là que moi j'ai vraiment envie d'insister. Il faut davantage emmener les jeunes enfants et les jeunes élèves à aimer le cinéma. Sans oublier les projections populaires, ça aussi c'est important. Exactement, sortir Dakar court des salles. Oui, des projections dans les quartiers. En plein air, pourquoi pas. Oui. À Thiès, voilà. Oui, ça, qui est une ville très culturelle aussi. Oui, très culturelle. D'ailleurs, nous avons un pôle culture, donc on serait vraiment content de vous recevoir à Thiès. Ça s'appelle Dakar Court. Est-ce qu'on peut aller à Thiès? Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Hein. D'ailleurs, c'était la discussion autour de... Hier, il y avait un panel sur la formation aussi et comment est-ce qu'on peut un petit peu... où est-ce qu'on peut apprendre à faire du cinéma et à se professionnaliser. Et c'est vrai qu'il y avait le plaidoyer d'un représentant de l'UGB qui parlait de décentraliser un petit peu tout ça, qu'on arrête de tout mettre à Dakar. Parce qu'effectivement, par exemple, pour l'exemple de Saint-Louis, l'UGB, c'est une université qui est pionnière dans la formation documentaire. Donc, il y a aussi, évidemment, d'autres écoles de formation qui sont un petit peu partout. Et c'est vrai que ce qui est dommage avec le court-métrage, d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas vraiment les voir, en fait. C'est-à-dire que si ce ne sont pas dans des festivals comme celui-ci, on ne les voit pas. Parce qu'au cinéma, en fait, ça ne va pas les intéresser de diffuser des films qui font 13 minutes, 23 minutes. J'ai discuté d'ailleurs hier avec une représentante de Cinécap qui disait qu'ils essayaient peut-être de trouver une formule avec les cinémas, peut-être de regrouper certains films qui sont dans la même thématique pour qu'ils atteignent une certaine durée et de voir. Mais sinon, c'est vraiment aux télévisions comme nous ou justement à des ciné-clubs et autres qui le font déjà d'ailleurs, de pouvoir diffuser ces films-là, parce qu'en dehors des festivals, malheureusement, ils ne sont pas visibles et c'est malheureux parce qu'ils sont réalisés pour être vus. Exactement. C'est la visibilité dont on parlait tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur la région de Thiès de manière générale, au-delà du pôle culturel que vous avez. La région de Thiès, on sait que c'est une région très culturelle, mais est-ce que il y a toujours ce dynamisme dans le secteur culturel ou peut-être ça a tendance à... Bon, sincèrement, je peux dire non, parce que le problème est qu'à Thiès, quand un artiste commence à émerger, il quitte Thiès pour venir à Dakar. C'est ça. Hier, j'en parlais avec un gars qui était venu dans notre siège pour prendre des vidéos. Maintenant, son objectif, c'est de revaloriser les jeunes talents thiessois, parce que c'est dans tous les domaines. À Thiès, quand quelqu'un commence à émerger quelque part, il a tendance à aller vers les autres régions. Donc maintenant, je pense que l'État doit prendre en compte cela, essayer de fixer les jeunes à Thiès pour qu'ils puissent réaliser de belles choses dans la région. Exactement. Et qu'il y ait aussi peut-être des associations comme la vôtre qui pourraient éventuellement militer pour ça. Absolument. Il y en a beaucoup. Même quand tu prends par exemple Djahaou, le quartier de Saner, il y a beaucoup d'artistes qui y vivent. Et partout à Thiès, même à l'espace jeune, il y a des artistes qui viennent là-bas répéter. Mais quand je parle avec eux, la seule chose qu'ils me disent, c'est qu'ils ont un problème d'accompagnement. Les gens ne les aident pas, etc. Donc je pense que si on parvient à inviter ces genres d'initiatives à Thiès, ce serait une bonne chose. Oui, de véritables talents, Saner et compagnie. J'allais parler de la troupe du soleil levant, parce que vraiment, quand on parle de théâtre, au Sénégal, on pense forcément mais aussi il y a Djanken aussi. C'est ça. Troupe Djanken. Énormément de talents. De grands comédiens qui continuent encore à nous faire plaisir, même si beaucoup sont maintenant plus dans le téléfilm. C'est ça. C'est-à-dire que les pièces de théâtre sur les planches, me confirmer cela, ça attire de moins en moins de gens, il y a moins d'engouement, même s'il y a des initiatives et des gens qui se battent pour ça, mais tout le monde est dans le téléfilm finalement. Ah oui, le téléfilm, c'est à l'heure du temps. Effectivement, c'est ce qui marche de plus en plus. Et c'est vrai que c'est aussi l'une des discussions en fait, qui avait lieu hier autour d'un panel, c'est qu'il y a vraiment un potentiel à la fois au Sénégal, à la fois dans la sous-région, dans les séries, dans le court-métrage, dans le fait de passer des messages par les images. Et c'était justement l'objet du panel du matin sur l'edutainment.
Oui, on va laisser maintenant à Thierno Souleymane Diop-Niang réagir sur ce sujet. Déjà, féliciter Laura pour le reportage. Mais bon, je pense qu'elle sait que moi, je suis un très grand militant de la culture, et particulièrement du cinéma. Je pense que le cinéma est un moyen, on parlait tout à l'heure de la COP, le cinéma est un moyen de sensibilisation et surtout de partage de messages très positifs. Et aujourd'hui, Sarah l'a dit tout à l'heure, malheureusement, on fait focus sur d'autres genres cinématographiques comme le court-métrage, ou chez nous, plus en vogue aujourd'hui, c'est les séries télévisées. C'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut juste de l'organisation et faire en sorte que tout cela puisse avoir une place dans le cinéma, ceux qui sont dans les téléfilms comme dans le court-métrage ou dans le long-métrage. Je pense que notre pays peut être une attraction à côté de Ouagadougou, du cinéma de FESPACO. Je pense qu'il faut vraiment développer toute cette énergie, la renforcer, même la pousser, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des moyens de sortir beaucoup de jeunes du chômage pour leur donner du travail. Je pense que c'est ça. Le cinéma aujourd'hui a un rôle multiforme, je pense. Non seulement un rôle de sensibilisation, un rôle de partage de messages, mais aussi un rôle économique. C'est très important. En matière de devises aux États-Unis, par exemple, le cinéma apporte beaucoup d'argent à l'économie américaine. Aujourd'hui, notre pays est sur la page en termes de cinéma. Je pense qu'il faut utiliser tout cela, tout l'Ouest africain qui fait plus de 400 millions de citoyens ouest-africains. Je pense qu'il faut penser à des stratégies en tout cas très pertinentes plutôt pour un peu amorcer une autre voie pour le cinéma sénégalais. C'est ça, et vous avez justement anticipé sur la prochaine question. Pourquoi justement le court-métrage, Laura? Et comment est-ce qu'on pourrait voir ces courts-métrages aujourd'hui? Alors justement, pourquoi le court-métrage? Parce qu'en fait, ce format-là est un format qui est assez populaire pour faire passer des messages, comme on le disait. Et quand on s'accompagne en fait de spécialistes, des questions concernées donc, par les messages que l'on veut faire passer, plus la scénarisation, plus la production, en fait, le court-métrage est un moyen aussi pour beaucoup de cinéastes de démarrer. D'ailleurs, la plupart des cinéastes démarrent d'abord par le court-métrage avant d'aller ensuite vers le long-métrage. C'est leur manière aussi un peu de s'exercer. Ça ne veut pas dire que ce sont des films qui sont moins bons justement que les longs-métrages, mais au contraire, parfois, il y a des courts-métrages qui sont encore mieux réalisés parce qu'ils ont en fait cette caractéristique-là d'aller condenser peut-être dans des formats plus courts des histoires et de pouvoir un petit peu effectivement participer en fait à toute cette réflexion-là. Et c'est vrai, comme le disait Thierno, il y a quand même un certain nombre d'emplois directs qui sont générés chaque année par l'audiovisuel, plusieurs milliers d'ailleurs rien que pour le Sénégal. Donc c'est un pôle culturel qui est majeur et le court-métrage en fait est une véritable passerelle pour ceux qui veulent en fait faire du cinéma. Et évidemment l'objectif c'est de pouvoir en fait les rendre visibles encore plus. On parlait tout à l'heure de la diffusion avec pourquoi pas les télévisions. C'est vrai qu'en général, quand il va y avoir une télévision qui va diffuser du court-métrage, c'est parce qu'elle fait partie de la production, mais c'est pas juste qu'elle va aller l'acheter et le diffuser voilà, spontanément. Et en fait, c'est un petit peu quelque chose aussi sur lequel tous ces acteurs-là essayent de travailler, à savoir où est-ce qu'on peut finalement être visible en dehors des initiatives un peu ponctuelles ou associatives finalement. C'est ça, ou des festivals. Bon, on va parler un peu de l'aspect économique aussi. Je pense que c'est important, Thierno l'a abordé tout à l'heure. Faire un film, ça demande des moyens aussi. Donc les longs métrages, ça coûte plus cher. Le court métrage, c'est peut-être un peu moins. Bon, donc se lancer dans ça aussi, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de réalisateurs qui commencent par là. En même temps, le milieu du cinéma, c'est aussi beaucoup d'emplois générés, tu l'as rappelé. Donc tout un écosystème qui permet aujourd'hui à beaucoup de gens de vivre. Il y a de plus en plus de maisons de production qui font des séries. Bon, c'est peut-être un peu plus long, mais dans tous les cas, le cinéma ici aujourd'hui est en train de revivre sous toutes ses formes. Et ça, c'est une excellente chose également et qu'il faut saluer et accompagner finalement, je crois, parce qu'il faut des moyens. Il faut accompagner ces jeunes. Et d'ailleurs, oui, le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle et évidemment le ministère de la Culture et du Patrimoine historique étaient représentés dans les différents panels qu'on voit dans ce festival. En fait, ils étaient impliqués pour répondre un petit peu à toutes ces questions-là de formation, mais aussi de l'insertion, parce qu'on va en fait faire rentrer beaucoup de jeunes dans de nombreuses cohortes en fonction des différentes écoles, mais il faut aussi pouvoir après les placer quelque part. Et comment est-ce qu'on fait justement pour donner du travail à tout le monde? Donc ça faisait partie aussi effectivement des questions là qui étaient posées. Et le fait que la production de courts-métrages se démocratise aide un petit peu, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On est encore loin de ce qu'on pourrait faire finalement. Et ce dynamisme-là, il ne faut pas le mettre de côté parce qu'il contribue grandement à l'essor du secteur. C'est ça.
Et très rapidement, Laura, parmi les partenaires impliqués, il y a les écoles de formation. Quel rôle jouent-elles exactement? Alors oui, il y a de nombreuses écoles de formation qui se trouvent ici au niveau du Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal qui est assez pionnier quand même par rapport aux écoles qui sont gratuites, telles que justement Courtrajmé. Il y a Ciné Banlieue qui a formé beaucoup de monde. Il y a le master de l'UGB dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi Cinécap. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui permettent en fait aux jeunes qui veulent intégrer en fait ces formations-là vraiment de se professionnaliser et d'apprendre au-delà de apprendre sur le tas. Il y en a qui ont le talent, qui vont aller apprendre sur le tas parce qu'ils ont été impliqués dans telle ou telle coulisse, mais il y a des écoles comme celle-ci qui existent et qui en fait jouent un rôle très important parce qu'elles permettent en fait de cohorte en cohorte d'avoir un contenu qui va être de plus en plus qualitatif finalement, avec toute une panoplie en fait de métiers qui vont justement de la réalisation à l'ingénierie du son, de la lumière, et en fait tous ces métiers-là qui sont un peu couverts par ces formations-là. Il y en a certaines qui sont justement gratuites et il y en a certaines qui vont être subventionnées. Par exemple, je parlais tout à l'heure du ministère de l'Éducation, il y avait aussi le 3FPT qui était là pour dire que voilà, nous, on va financer des formations pour des personnes qui sont intéressées, qui ont un projet de formation. Et en fait, ils vont financer jusqu'à 90% évidemment pour certains élèves qui veulent intégrer certaines formations qui sont payantes mais qui n'ont pas forcément les moyens nécessaires. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment qu'elles puissent travailler ensemble pour pouvoir mettre en place des formations qui vont pouvoir être aussi derrière, être reconnues par l'État et faire valoir des diplômes ensuite même à l'international pour aller travailler dans des films au Burkina Faso, au Niger, au Mali, etc. D'accord. Alors on passe à l'agenda culturel. Oui, alors cette semaine on a 4 dates, donc 4 dates à retenir pour la semaine. Alors aujourd'hui à 15h, on a un atelier de réflexion sur l'identité à travers les arts plastiques. Donc ça se passe au Consortium Jeunesse Sénégal à Guédiawaye, à l'espace Jeune Yakar, donc comme je le disais à 15h. Et c'est un atelier qui sera encadré par des artistes. Donc pour ceux qui s'intéressent aux arts plastiques, il ne faut pas hésiter à aller s'inscrire. On a aussi une visite guidée du quartier de la Médina, donc c'est Constellation Médina. Ce sera sur 7 dates entre le 9 décembre et le 27 janvier. Et donc il y en a une aujourd'hui. En fait, ce sera une visite guidée sur les pas de l'artiste Pape Diop dans les rues de la Médina pour environ 2 heures à partir de 16h. Le rendez-vous, c'est au parking du marché artisanal de Soumbedioune. C'est pour visiter la Médina, qui est un véritable musée à ciel ouvert. Et il y a encore d'autres dates, en plus d'aujourd'hui. Ce sont des mercredis et des samedis jusqu'au 27 janvier. On a aussi l'exposition photographique Réflexion intime par Baba Diédiou. Donc là, on n'a plus que quelques jours pour aller la voir parce que ça se termine vendredi. Donc Baba Diédiou qui nous fait en fait la promesse d'une expérience sensorielle particulière à travers le digital painting. Donc c'est une fusion en fait entre la photographie, la peinture et la technologie numérique. Et ça sera à la Galerie nationale d'art dans le cadre de Parcours. C'est pour explorer toute la diversité culturelle sénégalaise. Donc jusqu'à vendredi 15 décembre. Et enfin, ce samedi 16, du côté de Popengui, on a le festival Askanoui. Donc, c'est une journée qui est dédiée à la lutte contre les cancers de l'utérus, de la prostate et du sein, qui mettra la culture en fait au cœur de sa programmation avec des représentations théâtrales et de danse autour de ces thèmes, mais aussi un grand concert en fin de journée. Et pour faire un don, vous avez le numéro qui apparaît ici sur l'affiche. Donc, ce sera ce samedi à Popengui. C'est ça. Et ce rendez-vous devrait vous intéresser, Idrissa Diop. Ça m'intéresse énormément. Exactement. Merci beaucoup, Laura, pour toutes ces actualités culturelles. Et tu restes avec nous. Il est 7h14. On va tout de suite passer à la première partie avec notre invité et c'est juste après ceci. Et nous recevons d'abord Thierno Souleymane Diop-Niang, chercheur, auditeur et spécialiste des relations internationales et de la géopolitique au Sahel. Et il est là justement pour nous parler de son nouvel ouvrage, Le Sahel, épicentre géopolitique. C'est là, épicentre géopolitique des solutions endogènes face à l'enjeu sécuritaire. Tout à fait, c'est ça. Je ne sais pas, peut-être que le cinéma va le tenter aussi dans quelques années. Oui. Saint-Ben a commencé par l'écriture et puis finalement, il a compris qu'avec les images, on pouvait toucher plus de monde. Qui sait, peut-être Thierno, non? Je m'intéresse beaucoup au cinéma, on verra. Ouais, non. En tout cas, tu es déjà devant les caméras. Peut-être que la passion va naître à partir de là. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et félicitations pour ce nouvel ouvrage. Alors après, Leçon d'humanité, ça c'était en 2020. Avant, il y a eu Coïncidence, 2017-2018. Le Sahel, épicentre géopolitique, vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une continuité des 2 précédents ouvrages? Parce que dans les 2 précédents, on est également dans des contributions finalement.
Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de retrouver l'équipe de Kenkeliba. Voilà, Kenkeliba, c'est un peu ma famille. Alors oui, je suis toujours dans ce sillage je dirais, d'engagement pour le continent, d'engagement pour ma génération particulièrement, même si juridiquement, je suis sorti de la temporalité jeune. Mais je veux dire, c'est toujours un moyen pour moi de contribuer au débat d'idées. Et je pense que au-delà de coïncidences qui étaient un patchwork et leçons d'humanité, qui était une contribution sur un continent qui doit se projeter après Covid, parce que le coronavirus nous avait beaucoup marqué et de plusieurs manières. Il fallait se relever, il fallait projeter vers l'Afrique, il fallait projeter l'Afrique vers l'avenir. Et donc, je pense qu'on y est toujours. Aujourd'hui, c'est le Sahel qui, pour moi, est le tournant d'une recherche de 5 ans. C'est-à-dire que ces 5 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur cette partie du continent parce que je me suis souvent dit que les spécialistes qui parlaient de la problématique sahélienne, pour la plupart, nous venaient d'autres horizons. Et parfois, ne parlaient pas de manière aussi d'ordre démographique, migratoire, mais particulièrement d'ordre sécuritaire. Je pense que le Sahel est au centre du débat. Le Sahel est l'épicentre géopolitique parce qu'il y a une crise sécuritaire qui sévit dans cette zone depuis plus de 10 ans. Et je pense que la partie principale de cette crise-là, c'est peut-être le voisin malien où tout a éclaté il y a plus d'une dizaine d'années et qu'à partir de là, beaucoup de solutions ont été envisagées, beaucoup de stratégies militaires. Je ne suis pas un militaire et donc moi, mon approche a été autre, une approche d'idées, une approche de solutions qui peut-être pour apporter ma part de compréhension de cette crise sur la table. Et est-ce qu'on peut dire que cet ouvrage est celui qui se rapproche le plus de ce que vous êtes et des travaux de vos recherches finalement? Parce qu'on est au Sahel et vous êtes justement spécialiste de géopolitique. Absolument, absolument. La politique étrangère, les relations internationales, c'est mon dada, c'est ma passion. Je m'intéresse à ce qui se fait dans le monde parce que c'est important de comprendre les enjeux pour un peu avoir une idée de comment se détermine la marche de ce monde. En fait, les gens pensent le monde, nous pensent aussi, donc nous devons nous penser, nous, en tant qu'Africains, ou surtout en tant que Sahéliens. Je disais, par exemple, qu'il y a plus d'une vingtaine de stratégies qui ont été mises en place pour un peu apporter des solutions sur la crise sahélienne. Mais à côté de cela, il y a peut-être une partie, et moi qui m'a intéressé dans cet ouvrage-là, c'est une partie d'endogénéité, ou en tout cas une partie culturelle, parce que ceux qui prennent les armes aujourd'hui, ou ceux qui prônent l'extrémisme violent ou la criminalité, parce qu'il y a aussi cela. Le Sahel n'est pas uniquement hôte d'extrémisme violent. Il y a la criminalité qui est en télescopage avec cet extrémisme violent. La bande sahélienne, si tu veux, est en pandémonium, où il y a beaucoup de crises qui sévissent là. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai pensé qu'il fallait apporter peut-être des solutions qui n'étaient pas uniquement des solutions militaires, n'est-ce pas? La solution militaire, elle n'est pas fondamentalement le remède contre ce qu'on vit dans le Sahel. C'est important de mettre en avant cela parce qu'appuyer sur d'autres leviers. Et ces leviers aujourd'hui sont d'ordre économique, sont d'ordre culturel, sont d'ordre social, etc., pour un peu apporter une solution dans ce Sahel. On va y revenir justement sur les solutions que vous proposez dans cet ouvrage, des solutions endogènes d'ailleurs, même si vous avez déjà commencé à les énumérer, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur les causes justement de tous ces troubles qu'on remarque aujourd'hui au niveau de cette bande sahélienne. Est-ce qu'on peut établir finalement une chronologie dans les faits ou dans les causes justement de cette dégradation de la situation au Sahel? Et dans cette chronologie-là, est-ce qu'on peut commencer par la déstabilisation de l'État libyen? Est-ce que c'est vraiment le déclic? Oui, mais écoute, fondamentalement, ça a été un déclic, ça a été important parce que le colonel Kadhafi était quelqu'un d'une personnalité très importante dans la zone. Il tenait avec une main de fer toute cette zone-là. Le colonel Kadhafi avait sous sa coupe beaucoup de mercenaires. Et quand il a été évincé, assassiné, c'est le mot consacré, je pense que ces gens-là sont redescendus vers le Sahel. C'est ça la vérité. Et malheureusement, ils sont redescendus avec des armes. Et ils sont entrés dans le créneau sahélien, voire malien. À côté de l'assassinat du colonel Kadhafi, pour aller encore plus loin, il y a eu la décennie noire algérienne. Et quand la décennie s'est estompée,
ces combattants islamistes ont été repoussés de manière stratégique par l'État algérien dans aussi le créneau sahélien malien. Donc il y a eu la rencontre de ceux-là qui ont eu un lit fécond parce qu'on sait qu'à l'intérieur du territoire malien, il y a ce qu'on appelle, si tu veux, une certaine autonomie de l'espace touareg. Parce que dès les débuts des indépendances au Mali, il y a eu un problème qui a surgi entre l'État malien, l'État central, dirigé à l'époque par Modibo Keïta, et les Touaregs. Cela voulait continuer à vivre avec leurs privilèges qui leur avaient été octroyés sous la colonisation française. Alors que le dessein de Modibo Keïta était de freiner cela et d'unir sous la coupe de l'État malien tous les citoyens. Donc il y a eu un problème. Donc depuis très longtemps, on sait qu'il y a eu une dynamique belliqueuse de ces peuples-là, Touareg-là. Donc ça a été un lit fécond pour un peu l'extrémisme, plus tard qui a rencontré les mercenaires qui venaient de la Libye, mais aussi il y a eu au sein du territoire malien, un peu dans tout le croissant sahélien, des témérités qui ont émergé et eu égard aussi à une situation économique, politique qui était très complexe. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été mis en musique pour un peu créer cette problématique-là du Sahel dans tout l'espace sahélien. Je pose une question très précise par rapport au Mali. Quand on est dans un État aussi grand, est-ce que le modèle nigérien, est-ce que le Nigeria, qui fonctionne en fédération, n'est peut-être pas une solution, un modèle pour un pays comme ça? Alors, je pense que oui, le Nigeria montre un exemple très intéressant, mais aussi le Nigeria a ses problèmes. Boko Haram est une organisation qui est très ancienne en termes d'extrémisme. Je pense que je ne peux pas me prononcer de manière si drastique parce que je pense que c'est aux Maliens aussi de décider sous quelle dynamique étatique ils veulent évoluer. Mais je pense que ce qui est important, c'est que la question de l'intégration, elle est fondamentale. Mais surtout, la question de l'intégration dans la sécurité ou dans les solutions. Aujourd'hui, on a vu dans cette crise-là que le G5 Sahel, qui est aujourd'hui moribond, qui est dans un commun cérébral. Le Mali est sorti, le Niger, le Burkina, finalement... Parce qu'il y a eu un problème, je ne le dirai jamais assez. C'est-à-dire, pour moi, il y a une tare consubstantielle à la naissance du G5 Sahel. C'est-à-dire, le Sénégal aurait dû faire partie de ce groupe-là. C'est une évidence. On ne devait pas nous écarter. C'est une évidence. Aujourd'hui, nous sommes un pays membre du Sahel, mais aussi de manière diplomatique comme de manière militaire, nous avons des idées à faire valoir. On aurait pu apporter, je pense, des idées ou même en tout cas des solutions dans cela. Autre chose aussi, pour moi, le G5 Sahel n'avait pas les moyens de ses ambitions. Nous sommes en face d'États qui ont des crises profondes au sein de leur pays. Il y a des problématiques structurelles. Je pense que financer le G5 Sahel était impossible, même s'il y a plus de 5000 hommes qui ont été regroupés. Donc ça aussi, ce sont des... À côté de cela, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de stratégies qui ont été intégrées. Une multitude de stratégies et qui n'a pas malheureusement suffi à mettre un frein en tout cela. Oui. Et ces stratégies, pour la plupart, on a parlé tout à l'heure du G5 Sahel, mais il y a aussi les forces onusiennes de maintien d'ordre, de maintien de la paix, c'est selon. Finalement, on est toujours sur des solutions militaires, j'ai l'impression, et ces solutions ont montré toutes leurs limites. Exactement. Elles ont montré tellement leurs limites qu'aujourd'hui, c'est pourquoi moi, je me suis dit que les leviers sur lesquels nous devons appuyer, ce sont des leviers endogènes, des leviers culturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est peut-être je pense, le sens que je donne à cet ouvrage-là. Parce que ceux-là qui sont dans ce giron sahélien, qui prennent les armes sous la coupe de l'extrémisme islam, entre guillemets, ou de la criminalité, le font pour une certaine idéologie. J'ai peut-être mis l'accent sur l'idéologie extrémisme tirée de l'islam selon eux. Alors je dis que ceux qui prennent les armes et prônent un djihad, disent le faire pour l'islam, c'est aux musulmans de dire que vous êtes illégitime pour nous représenter, vous êtes illégitime pour déterminer ce que l'islam doit être. Et l'islam ne prône pas la violence. L'islam ne prône pas le massacre. L'islam est un projet de société au-delà d'être un fait religieux. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'au sein de cet espace sahélien, au sein de cet espace ouest-africain, nous avons la chance d'avoir des confréries, des voies spirituelles qui peuvent être des ressources de sens.
dans lesquels les millions et des millions de jeunes peuvent puiser leur spiritualité, mais aussi irriguer leur réalisation dans tout le long de leur vie. Et je vous coupe là-bas pour lire à la page 91 ce que vous écrivez. Dans le Sahel, le fait religieux est marqué d'une certaine originalité. C'est un système irrigué par des réalités locales qui apparaît dans un certain sens comme une émanation intellectuelle, mais qui ne s'adosse pas continuellement sur le paradigme de la rationalité. Alors, les confréries dans le monde en général et en Afrique de l'Ouest particulièrement reposent sur un lien tenu entre une caste sacerdotale au sommet duquel s'élève une autorité qui polarise les voix, les disciples qui lui font allégeance. C'est vrai, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans vos propos, ces confréries-là existent. Au Burkina, il y a le Moronaba qui quelque part représente cette autorité. Je crois que dans la crise malienne, il y a eu aussi un consortium d'imams qui a été créé pour essayer d'agir. Et pourtant, et malgré cela, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, mais d'accord, je suis d'accord. Mais il ne faut pas perdre de vue que, effectivement, l'action de ces imams-là au Mali, au Burkina ou encore au Sénégal, où on a vu le Khalif général des Mourides actuel réconcilier deux chefs d'État sur le parvis d'une mosquée. Ça a été retentissant, ça a été une image positive qu'on a projetée sur le reste du continent pour dire que ces forces motrices-là ont une place cruciale dans nos pays-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors finalement dans ces pays-là? Pourquoi est-ce que la voix de ces chefs religieux, pourquoi est-ce que la voix de ces autorités-là n'est pas entendue comme elle devrait l'être? Parce que pour moi, on va les voir parfois quand le mal est déjà fait. On ne les insère pas dans le processus préventif. Et je pense que c'est ce qu'on a là aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand il y a des crises, on va les voir. Et parfois, on se dit non, vous ne devez pas être dans le circuit politique. Ce que moi, je dis que c'est insensé. Je le disais tout à l'heure, la religion est un projet de société. La religion s'intéresse à toute l'évolution de l'être humain. Aujourd'hui, et je le dis, ces confréries-là ne doivent pas juste être dans l'urgentisme ou dans avoir désamorcer des situations de crise. Avoir un rôle de sapeur-pompier. Ils doivent, parce qu'il y a des millions et des millions de citoyens qui vivent et respirent leur spiritualité dans ces confréries-là. Donc ces confréries-là doivent accompagner ces jeunes-là dans tout le processus de leur vie, de réalisation, etc., etc. Il faut collaborer avec ces confréries-là. Il faut dépasser la fatalité ou l'essentialisme. C'est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Et comme je l'ai dit aussi, il faudrait que nous ayons une lecture lucide de notre temps à travers l'islam et aussi ces confréries-là. Je donne un exemple très simple tout le temps. Quand on va à la Mecque, on ne marche plus. On prend un avion. Donc, aujourd'hui, il y a une posture qu'il faut avoir quand on est un musulman ou un chrétien de notre temps. Et ça, c'est important, c'est même crucial. Je pense qu'il y a un célèbre auteur que même j'ai cité dans l'ouvrage et que Souleymane Bachir Diagne cite souvent, c'est Mohamed Iqbal, qui prônait la fidélité dans le mouvement. Oui, être fidèle au message originel, qui est original, mais bouger avec les lunettes de notre temps, comprendre la situation sous le prisme de notre époque, pour moi, c'est important. Alors, c'est justement, vous pensez que c'est sur ces leviers religieux, culturels, sociaux, que devrait justement reposer cet espoir dont vous parlez également dans votre livre, de l'espoir pour toutes ces centaines de milliers de personnes qui sont touchées par ces crises différentes. Et comme Sarah l'a rappelé tout à l'heure, toutes ces initiatives régionales ou internationales qui ont jusque-là été mises en place n'ont pas vraiment produit d'effets escomptés. Oui, en fait, la question elle est intéressante et il y a plusieurs réponses qu'on peut apporter à cela. La première, c'est que ces initiatives-là, internationales, comme tu dis, elles viennent pour la plupart d'ailleurs. Elle n'épouse pas les subtilités locales. Elle n'épouse pas notre manière de voir et de faire et d'être au Sahel ou en Afrique. Et ça, c'est important. Des solutions clés en main de l'Élysée et de Washington, d'ailleurs, peuvent ne pas marcher fondamentalement sous le sillage sahélien. Ça, c'est la première chose à dire. Et donc, je pense que, comme moi, je suis un très grand militant de la CEDEAO. Pour moi, cette organisation qui naît depuis 1975 apporte des solutions que d'autres organisations, même qui sont très célèbres ailleurs, n'ont pas apportées. La citoyenneté, etc. Je pense qu'il faut peut-être réformer cette organisation, il faut rectifier le tir, mais il faut la garder. Au-delà de cela, c'est aussi un projet de recherche, donc de proposition d'idées qu'on met sur la table, qu'on accepte qu'elle soit critiquée, parce que ça, c'est important, qu'on accepte qu'elle soit renforcée, parce que ça aussi, c'est important. Je pense que quand on est dans une dynamique de solution, il ne faut pas venir dire que c'est ça
il ne faut pas ni être péremptoire, ni avoir des certitudes. Je pense qu'il faut juste faire de la proposition et ces propositions vont venir renforcer le peloton de propositions qui sont sur la table un peu pour apporter d'autres solutions. Je sais que le temps qui nous est imparti est terminé. Oui. C'est aller très vite parce que le débat est passionnant. Mais il faut qu'on parle de la cérémonie de dédicace très rapidement. Oui. Parce que c'est pour ça qu'il est là aussi. Ce sera ce samedi au Théâtre National Daniel Sorano. Et d'ailleurs, il y a un thème, il a une invitation pour toute l'équipe finalement. Le rôle des confréries dans la construction de la paix et du développement, perception des jeunes. C'est un peu quelque part une des solutions proposées dans cet ouvrage finalement. Exactement. Oui, rapidement, comme tu l'as dit, ce sera le 16 décembre à 15h au Théâtre Daniel Sorano. Et l'idée, c'est d'inviter des jeunes chercheurs et des jeunes qui vont parler avec d'autres jeunes. Et oui, j'en ai profité pour inviter tout le corps diplomatique, en tout cas beaucoup d'ambassadeurs, des personnalités, mais surtout le premier d'entre nous, le président de la République, qui aujourd'hui parle beaucoup de ces questions-là, en a parlé au Forum de la paix. Et bon, souvent on dit que le président de la République ne parle pas assez aux jeunes. Je pense que pour moi, il a une histoire très intéressante. Son histoire peut être un exemple pour beaucoup de jeunes. Et à côté de lui, j'ai invité le directeur général de la RTS pour faire un discours sur la paix, etc. Et il m'a assuré qu'il allait le faire. Donc c'est un peu ça. C'est ça l'idée de cette cérémonie de dédicace qui va se tenir le 16 décembre prochain, ce samedi, dans l'après-midi au Théâtre National Daniel Sorano. Exactement. Et toute l'équipe de Kenkeliba est invitée ainsi que... Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. On sera là. Alors, 7h32, le clip du jour, c'est tout de suite et on revient juste après. Ces belles mélodies bien africaines, très originales, des sonorités que nos invités ont particulièrement adoré et apprécié. Yemi Alade et Angélique Kidjo, merci beaucoup à la régie. Donc, à cette heure passée de 35 minutes et c'est l'heure des infos. Le bulletin, c'est tout de suite. La suite de votre matinale Kenkeliba, ce sera juste après, dans une dizaine de minutes. Chers collègues, Monsieur le Haut-Commissaire, Mesdames et Messieurs, pour l'occasion qui nous réunit, j'ai à cœur de renouveler les engagements internationaux du Sénégal en faveur des droits humains. C'est dans cet esprit que nous avons accueilli la retraite du Conseil des droits de l'homme organisée à Dakar en novembre 2019 pour 2022 et 2023. Nous avons tenu le dialogue avec le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. De l'aéroport international Blaise Diagne. Alertés, les unités spéciales se sont déployées en urgence sur les lieux. Les policiers et gendarmes ont sécurisé le périmètre. Les sapeurs-pompiers, avec leurs camions citernes, ont vite maîtrisé le feu et le corps médical se charge des victimes. Avant de finir l'opération, l'on signale de l'autre côté des hommes armés non identifiés qui ont pris en otage des passagers d'un avion. Informé, le ministre des Transports aériens s'est déplacé d'Ardar à l'aéroport international Blaise Diagne pour s'enquérir de la situation. Il a par la suite tenu en urgence une réunion de crise. Loin de la réalité, cet exercice est une pure simulation organisée par l'aéroport international Blaise Diagne dans le but d'évaluer sa maîtrise des procédures d'alerte. C'est des événements qui peuvent arriver à tout moment. Nous sommes dans un contexte volatile, donc nous nous préparons pour parer à toute éventualité. C'est le but de cet exercice par rapport au plan d'urgence que nous avons établi et le plan d'urgence sectoriel de toutes les entités. Les autorités aéroportuaires veulent démontrer à travers cette simulation leur capacité d'intervention en cas de pareille situation. Autrement dit, elles placent la sécurité au centre de leur objectif de faire de l'AIBD
un hub aérien sous-régional. On constate certains manquements et ça donne l'occasion aussi à tous les partis de voir comment on peut gérer mieux et comment on peut améliorer la coordination entre les partis. AIBD SA, en tant que société de patrimoine, ne ménagera aucun effort pour le renforcement des capacités, mais également le renforcement des équipements de sûreté et de sécurité. Parce qu'on ne peut pas parler d'aéroport sans pour autant mettre en place les infrastructures, mais également mettre en place les équipements. Le renforcement et la modernisation du transport aérien figurent parmi les piliers fondamentaux du plan Sénégal émergent. Dans cette optique, des aéroports régionaux ont été réfectionnés ou réhabilités. Reste maintenant à garantir la sécurité au quotidien. Il faut l'intervention de chacune de ces structures combinée pour avoir un résultat positif. Cela démontre la pertinence déjà du programme de son Excellence le Président Macky Sall, notamment le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, parce que dans les actions à mener au cours de l'intervention, il fallait des déroutages d'avions. Or, par la construction de l'aéroport de Saint-Louis, par la réhabilitation de l'aéroport de Thiès, l'aéroport militaire, il donnait des possibilités au déroutage sur Saint-Louis, sur Thiès, plutôt que de devoir dérouter des avions forcément sur des pays étrangers. Le comité de planification d'urgence de l'aéroport international Blaise Diagne a organisé cet exercice de gestion de crise grandeur nature dénommé CAUTEF 2023, conformément à la réglementation nationale en vigueur qui exige la tenue d'un tel exercice tous les 2 ans. Et c'est sur ces images de simulation que s'achève donc ce bulletin d'information dans votre matinale Kékéliba de ce mercredi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent depuis 6h30 sur la RTS, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et je le rappelle, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et nous passons à notre deuxième invité du jour, Idriss Adia, qui est le président de l'association Thiès en marche. Et cette association organise une journée de consultation médicale gratuite avec des dons de médicaments, c'est ça, Sarah? Tout à fait. Et c'est déjà ce dimanche, évidemment, à l'espace jeune à Thiès. D'abord, on fait connaissance avec cette association. Idriss Adia, merci d'être avec nous encore une fois ce matin sur Kékéliba, parce que l'événement est important pour les populations de Thiès. Cette association, est-ce que vous pourriez nous la présenter un tout petit peu et dans quel contexte est-ce qu'elle a été mise en place? D'accord. Avant tout, permettez-moi de saluer mes frères et sœurs de conviction. Ils se sont levés tôt pour regarder la RTS. Ah, ils sont tous devant. D'ailleurs, il y a une doléance. Les Thiessois demandent une grande salle de théâtre. On leur fait un petit coucou. De théâtre ou de cinéma? De cinéma. Une grande salle de cinéma. Il n'y en a pas à Thiès? Non, il n'y en a pas. Laura, donc ça, c'est une doléance. Il faut une salle de cinéma à Thiès, absolument. C'est important. Tierno, on parle d'intégration et pas d'exclusion. Donc une salle de cinéma à Thiès, c'est important, c'est une urgence. Tout à fait. Donc je salue tout le monde. Je salue aussi les Thiessois. La diaspora thiessoise aussi qui nous accompagne beaucoup, mais aussi les autorités locales, administratives, ceux qui sont dans le pouvoir, mais aussi dans l'opposition. Parce que Thiès en marche regroupe tout le monde. Nous sommes une association à but non lucratif, mais quand on organise une activité, la règle est que tout Thiessois qui vient, quelle que soit ton appartenance, tu viens avec seulement la casquette de Thiessois. Maintenant, Thiès en marche est scindé en 6 pôles. Nous avons le pôle social, c'est ce pôle qui organise cette activité ce dimanche, la journée de consultation gratuite, plus don de médicaments, plus don de lunettes. Mais aussi le pôle social aussi en général, il s'active concernant les dons en sang. Quand le banque de sang de l'hôpital régional de Thiès en manque, il nous appelle automatiquement à travers nos plateformes qui contient plus de 42 000 membres. On lance les alertes pour que au moins les Thiessois puissent se rendre là-bas, aider les patients qui veulent avoir du sang. En même temps, ce pôle aussi organise des distributions d'habits, de nourriture aux Dara. Parallèlement aussi, nous avons ce qu'on appelle le pôle environnement. C'est le pôle environnement qui a lancé le plus grand projet de reverdissement de la ville de Thiès, qu'on appelle TVV, avec un objectif de 40 000 plants. Quand on dit le plus grand projet de reverdissement, peut-être que certains diront que comment une association peut-elle porter ce grand projet. Mais nous sommes accompagnés par le service
le service des eaux et forêts. Ce qu'on fait, on va vers les quartiers, on parle avec les notables, les chefs de quartier, et on leur demande de protéger les arbres parce que on va choisir une date, leur dire que telle date, on va venir planter les arbres. Maintenant, c'est le service des eaux et forêts qui nous donne les arbres. Maintenant, les gens se diront que les gabions sont excessivement chers parce qu'un gabion coûte entre 5 000 jusqu'à 15 000 francs. Nous, on fait ce qu'on appelle de la récupération. À Thiès, il y a une zone qu'on appelle Kër Issa. Il y a beaucoup de dépôts là-bas. Donc, on va là-bas, les pneus qui polluaient l'air, on fait ce qu'on appelle une récupération. Maintenant, ces pneus servent ce qu'on appelle de gabions. Mais aussi le pôle environnement, en même temps, organise ce qu'on appelle des cleaning days. Chaque année aussi, nous célébrons la journée internationale de l'environnement, mais aussi la journée du nettoyage dans les lycées. Raison pour laquelle l'année passée, nous avions nettoyé tout le lycée Malxi, mais aussi avec l'appui des Thiessois. Nous avons le pôle formation. Le pôle formation, il organise des conférences philosophiques pour nos jeunes frères qui sont en classe de terminale. Après le baccalauréat, le pôle aide les jeunes à s'inscrire sur la plateforme Campusen, parce que maintenant la plateforme est un peu compliquée. Si on se trompe de numéro ou d'email, on risque de perdre son... Il ne faut pas se tromper, c'est ça, il faut bien remplir. Surtout aussi, l'importance de cette activité se réside concernant les conseils, parce que cela m'est arrivé. Mon père a voulu que je sois médecin, mais puisque j'étais fort en anglais, donc je ne pouvais pas être médecin. Donc, cette pression, les enfants l'amènent le jour de la journée d'orientation et de conseil. Maintenant, on aide l'enfant en consultant ses relevés de notes pour faire un bon choix. Il y a aussi le pôle culture. Le pôle culture, il organise des takusan littéraires. Sûrement, un de ces quatre, nous allons vous inviter. Comme ça, vous allez... Et aussi le brillant Tcherno. Vraiment, beaucoup de Thiessois m'ont envoyé un message pour le féliciter. Donc, cet accent littéraire, l'auteur vient, présente ses œuvres et les gens posent des questions concernant cette œuvre. Et nous avons aussi le pôle sport. Le pôle sport, quand on parle de Thiès, on parle de ville jeune. Donc, le sport est un élément essentiel. Et je ne peux pas lister toutes les activités qu'on fait, mais je parle de Thiès en marche concernant son fonctionnement. Ce qu'on fait est que nous faisons ce qu'on appelle un don de soi. Quand Thiès en marche organise une activité, les Thiessois se l'approprient. Parce que non seulement, je l'ai dit tout au début, nous sommes d'abord une dynamique communautaire, nous sommes apolitiques, mais nous avons un projet de société et les Thiessois ont adhéré massivement. Ils s'identifient à ce projet-là. On en est à la 4e édition, justement, en ce qui concerne les consultations médicales. À la 4e édition des journées de consultation gratuite. Parce que nous savons que la santé coûte très cher au Sénégal, particulièrement à Thiès. Nous avons aussi les villages environnants qui veulent se soigner, mais parfois les moyens manquent. Donc ceci est une occasion, parce que nous de Thiès en marche, puisque c'est la société en tant que telle qui nous porte, nous nous sommes dit que nous allons leur offrir un cadeau durant les fêtes de Noël. Ces activités, d'habitude, on le faisait le 24 ou bien le 25, mais il y a la communauté chrétienne qui célèbre Noël, etc. C'est pour cette raison, cette année, on l'a rapproché jusqu'au 17. En tout cas, c'est une belle initiative et nous vous félicitons bien évidemment pour cela. Quelles sont les spécialités finalement qui sont au rendez-vous dans cette consultation ? Il y a toutes les spécialités parce que chaque année, il nous manquait l'ophtalmologie, mais cette année, il y a un Thiessois qui a appelé un ophtalmo devant nous et vraiment, ils ont signé un contrat pour que ce jour qu'il puisse venir, pour qu'il viennent consulter les Donc l'ophtalmologie. L'ophtalmologie, médecine générale, mais aussi c'est le lieu de remercier aussi solution urgence médicale du professeur Malick Nia. Il va amener tout le dispositif des ambulances médicalisées, des équipes et aussi un appareil d'échographie pour les femmes qui veulent faire l'écho. J'ai vu qu'il y aurait aussi des dépistages. Oui, dépistage, cancer, col de l'utérus. Ça, c'est le laboratoire aussi BioAhua, qui est notre partenaire qui va s'en charger. Mais aussi, il y a les lunetteries. Par exemple, un Thiessois nous a offert 1000 lunettes. Donc,
si tu amènes ton ordonnance, tu peux avoir des lunettes gratuitement. Donc, si par exemple l'enfant a entre 0 et 5 ans, les lunettes sont gratuites. Entre 75 ans et 6 ans, donc il y a une baisse de 70%. Et ensuite, de 75 ans à 100 ans, 1000 ans, donc les lunettes sont gratuites. Excellente initiative, on ne peut que véritablement saluer cela. Ça me permet de vous poser les questions des moyens pour organiser de telles initiatives. Il faut casquer, il faut sortir de l'argent pour financer. Comment vous faites? C'est des cotisations des différents membres? Vous avez des partenaires particuliers pour chaque événement? Oui, bon, entre nous d'abord, chaque membre de Thiès en Marche cotise chaque mois. Mais aussi nous c'est des montants fixes ou chacun donne ce qu'il a? Montant fixe, mais quelqu'un peut donner plus. Combien? 1000 francs par membre. Mais nous vendons aussi des t-shirts parce que nous avons une zone de production. Nous avons une zone de production. Au lieu de vendre des cartes de membres que les gens vont par la suite ranger dans les tiroirs, on préfère les t-shirts et Lacoste. Donc cette zone de production nous rapporte peu. Mais aussi, il y a le soutien des Thiessois. Tout à l'heure, j'ai remercié le diaspora. Vraiment, ils nous aident, ils nous accompagnent. Il y a aussi les populations, les Jakartaman, tout le monde participe à ce projet de société. Tout le monde se sent impliqué. Bon, commentaire peut-être Tierno, Laura? Je pense que c'est une très belle initiative et c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir toujours intégrer la santé dans les questions qui vont être des questions prioritaires pour les populations. Et je pense que ce que j'ai trouvé aussi superbe dans votre initiative, c'est à quel point les populations en fait, qui sont visées dans les localités en question se sentent concernées et se sentent représentées aussi dans vos actions. Donc évidemment, on vous félicite et on invite tous les Thiessois et même au-delà à aller évidemment à la journée du 17 décembre. Bon, je crois que Thiès-Dakar, c'est pas très loin. Je crois que même les Dakarois vont pouvoir profiter de ces journées de consultation. Vous ne posez pas la question, vous êtes Thiessois ou pas à l'entrée, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Voilà, donc c'est clair alors. Voilà, on n'a pas besoin de le justifier. On ne crie pas. On ne crie pas. Tierno. Déjà, merci et félicitations pour cette très belle initiative. Bon, Saint-Louis, c'est ma ville de cœur. Mais Thiès aussi, j'ai un lien particulier avec cette ville-là. J'ai ma famille qui est là-bas. C'est mon oncle maternel que je salue au passage, qui est le directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès en ce moment. Je pense que je vais lui dire de participer à cet événement-là. Et voilà, Thiès est une ville importante pour l'histoire du Sénégal. Tout à fait. Et vraiment, cette initiative, elle est belle et je souhaite qu'elle se poursuive. Et ce qui me plaît dans ça, c'est que vous dites qu'elle transgresse toutes les sensibilités. Absolument. Et ça, c'est important. Il faut mettre Thiès au cœur des priorités. Et j'espère que Dieu vous accompagnera. Amen. Et ça me permet... Ah, vas-y, Adama. J'avais posé c'était ma dernière question, d'ailleurs. Je voulais juste savoir l'objectif que vous visez cette année. Il y a une nouveauté, certes, l'ophtalmologie dont vous parlez tout à l'heure. Et il s'agit aussi de la 4e édition. Sans doute, il y a eu beaucoup plus d'adhérents au fil des ans. Est-ce que vous avez un objectif fixe cette année sur le nombre peut-être de consultations ou de dons? Oui, bon, chaque année, on voit que le nombre augmente. Et tout à l'heure, j'en parlais avec Cher. L'objectif l'année prochaine, c'est d'organiser cette consultation gratuite à la place de France. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers notre grand frère Papis Diallo, qui est à la RTS, à chaque fois qu'il lance des messages de sensibilisation, tout le département presque vient. Donc, parfois, on a un problème pour contenir toute cette masse. Donc, avec une bonne organisation et nos nouveaux partenaires, on sait que d'ici l'année prochaine, on va organiser une journée beaucoup plus grande. Oui, c'est vrai que ça demande des moyens financiers, mais une grosse logistique également, parce que quand il y a du monde, il faut pouvoir gérer tout ce monde-là. Ma dernière question concernait de manière générale Thiès, les défis qui interpellent aujourd'hui la capitale du rail, vous, en tant que jeune. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Vous avez parlé de salle de cinéma, bon, on prend note. Il faut prendre note. mais aussi pour Thiès, je pense que le véritable défi, c'est l'accès à l'emploi, au financement, mais aussi à la formation. J'ai assisté à un séminaire de Aské et au sortir de ce séminaire, on nous a dit qu'à Thiès, région de Thiès, il y a 400 000 jeunes qui n'ont ni accès à la formation, ni accès à l'emploi. Donc je pense que c'est un défi majeur. Donc je pense que
toutes les autorités sont interpellées pour prendre en compte cela, surtout l'accès au financement, parce que dès le début, nous avions... Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui arrivent à avoir accès au financement de l'ADER, c'est ça? Bon, à mon niveau, je n'en connais pas beaucoup, mais il y en a quand même, il y en a. Mais je pense que si on parvenait à aider les jeunes à avoir accès à la formation, ce serait l'idéal. Parce que dès le début de Thiès en marche, nous avions lancé un lien d'inscription qui va regrouper ce qu'on appelle tous les entrepreneurs. Mais à chaque fois, quand je regarde les questionnaires, on voit que les jeunes demandent seulement l'accès au financement du mois. Est-ce que vous avez toujours ce genre d'initiative au-delà de la santé? Vous êtes intéressé par la culture, par l'environnement et le sport. Ouais. Est-ce que vous organisez aussi d'autres initiatives du genre pour permettre à ces passionnés de ces différents secteurs de pouvoir bénéficier de... Effectivement, déjà le pôle entrepreneuriat avait récemment organisé ce qu'on appelle un afterwork qui regroupait beaucoup de jeunes entrepreneurs thiessois. Aussi, durant la période Covid-19, puisque les marchés aussi étaient fermés, nous avions lancé une formation concernant la formation digitale pour permettre aux gens de rester chez eux et de pouvoir vendre. Parallèlement aussi, nous avions mis une plateforme de vente en ligne gratuite qu'on appelle Thiès Business Annonce, qui avait atteint 50 000 membres, mais malheureusement, Facebook l'avait supprimé, mais on l'a relancé en cet instant. Nous sommes à 17 000 membres. Donc, ça permet aux Thiessois de pouvoir vendre aussi en ligne. Dans d'autres secteurs aussi, nous intervenons. Donc, aller beaucoup plus vite pour que les financements soient disponibles et la formation également. Je sais qu'il y a eu un conseil des ministres décentralisé, des décisions fortes ont été prises. Eh bien, on attend tout simplement l'application pour les jeunes de la localité. Merci d'être passé sur ce plateau de la matinale. On vous souhaite évidemment de passer d'excellents moments et que cet événement soit un succès véritablement à Thiès. Peut-être rappeler que ces consultations gratuites et ces dons auront lieu le dimanche, c'est ça? À partir de 8h, on peut déjà être sur place. À partir de 8h. À l'espace jeune. À l'espace jeune de Thiès, près de la préfecture. Tierno, merci également. Merci. On se donne rendez-vous samedi au Théâtre National Daniel Sorano pour la dédicace de cet ouvrage. Et puis, il y aura une conférence très intéressante également. Tous les jeunes sont invités, les jeunes surtout. Oui, absolument. Merci Tierno d'avoir été avec nous. Merci Driss Dia, merci Laura et bravo à toi, Sarah. Tu sais pourquoi je te dis bravo? Oui, parce que j'ai fini à 59. Elle va pouvoir faire sa conclusion. Attends, on va terminer à 8h pile. Si je termine sans souhaiter un bon anniversaire à l'épouse de Samba Guissé. Samba Guissé, vous avez sans doute l'habitude d'entendre son nom dans Kinkeliba puisqu'il fait partie des inconditionnels de cette matinale. Samba Guissé qui n'hésite jamais à réagir sur nos plateformes digitales, surtout par rapport à tous les sujets qui sont développés ici sur le plateau. Samba Guissé qui tient à souhaiter un très bon anniversaire à son épouse, Madame Guissé Farida Seydi. Nous lui souhaitons de passer une excellente journée, nos meilleurs vœux et qu'elle puisse fêter cet anniversaire des années encore. Merci à tous d'avoir été avec nous, à l'ensemble des équipes. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.